Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve aux Imaginales 2021 en compagnie de Laurine Roux. Bonjour. Donc Le Sanctuaire, votre second roman, est sorti l'année dernière, en août, aux éditions du Sonneur. Comment est né celui-ci? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume? Alors, en général, les récits qui arrivent, ils arrivent mus par un désir assez géographique, souvent une libido géographique. Euh, alors celui-ci, il est venu des murs de la maison que j'habite aujourd'hui. Quand on s'est installé dans cette maison il y a quelques années, c'est une maison assez éloignée dans la montagne, très isolée. Et j'avais à l'époque que ma première fille, et on s'est posé la question, enfin c'est un questionnement très intime, enfin, de mère. Je me suis posé la question de est-ce que c'était légitime de soustraire ma fille à tout ce qui faisait le voisinage, des sociabilités de tous les jours, pour notre désir de nous rapprocher d'une vie un peu plus sauvage, au milieu de la nature. Et bon, ça a nourri ma réflexion de maman. Qui notamment était habitée par une tension entre le désir de protéger son enfant du monde, de toutes les violences qui le traversent, et puis l'envie de la mettre au monde aussi, au sens littéral j'aime beaucoup cette expression mettre au monde un enfant, et ça veut dire, si on le prend au pied de la lettre, c'est réellement accepter de l'exposer à ce monde avec tout ce que ça a en cours. Et cette ligne de crête de la maternité, elle est née de ces murs-là, de cette maison-là, et elle a fait naître, je crois que ça a été le terreau des deux parents du sanctuaire, et le père et la mère, qui sont habités par par ces deux énergies, on va dire, contraires, l'envie de protéger, d'ultra protéger, ce qui est plutôt le terreau qui a donné naissance au père, et la mère qui accepte plus de l'idée qu'il faut accepter tous les risques de la vie, tout simplement. Et voilà, c'est né de ça, ce roman. D'accord. Et au niveau de l'intrigue, vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est assez simple, en fait, c'est un huis clos à ciel ouvert. Dans un contexte de pandémie, il y a eu une pandémie dont je ne dis pas grand-chose, en fait, hormis qu'elle a été véhiculée par des oiseaux. Et le père a senti la chose arriver, et il a embarqué sa femme et sa fille dans des montagnes très loin pour les protéger, à raison, puisque la quasi-totalité de l'humanité a disparu. Et sur place, ils se sont installés en bricolant une cabane aux abords d'une mine de sel abandonnée. Et ils vivent dans ce sanctuaire de manière assez presque idyllique, en tout cas aux yeux du père, qui a défini un périmètre de sécurité au-delà duquel il ne faut pas aller. Seul lui a le droit de passer outre pour aller récupérer des vivres, et notamment de l'essence dans le monde en déshérence, de l'essence pour alimenter un système de lance-flammes qu'il utilise pour tuer tous les oiseaux qui approchent. Et les récits qui rapportent du monde sont des récits qui font froid dans le dos. L'humanité a été rendue à l'état sauvage. On peut imaginer qu'il y a des actes de violence terrible, de cannibalisme qui ont cours. Et dans ce contexte-là va naître une petite fille, la deuxième de la famille, Gemma. Et elle est née dans le sanctuaire, elle est fille des oiseaux, des ruisseaux, des terriers. Et elle est très heureuse, elle boit les paroles de son père, et il y a une relation presque fusionnelle entre eux qui s'établit. C'est une chasseuse hors pair. Elle fait toute la fierté de ce père qui, lui, était, on va dire, nourri par peut-être un caractère plutôt asocial, en tout cas avec une difficulté à être avec les autres. Et finalement, la pandémie tombait à point pour prendre du recul. Elle tombait à point, exactement, ouais, tout à fait. Et jusqu'au jour où Gemma va rencontrer, le mot est intéressant, elle va rencontrer un aigle au cours d'une chasse, et cet aigle appartient à un homme. Elle va passer de l'autre côté de la montagne où il n'est jamais allé, et il appartient à un homme, et cet homme touche un oiseau et ne meurt pas. Et à partir de là, toutes les certitudes de Gemma vont vaciller, et toutes les lois qui régissaient son monde
et sa relation avec son père, avec les siens, chancelle. Eh bien, c'est parfait pour aller vers la nouvelle question. Gemma, votre héroïne, c'est une jeune fille aussi pleine de courage, parce qu'elle a quand même bravé les interdits paternels qui étaient quand même assez forts. Elle transgresse donc les interdits, elle va pour connaître la vérité. Comment est-ce que vous l'avez construite? Est-ce qu'elle, pareil, elle ressemble un petit peu à votre fille? Est-ce qu'elle a suivi la route que vous lui aviez tracée au début? Enfin, genre, vous vous êtes dit, elle va partir de là, elle va arriver là, ou elle est partie de là et puis elle a fait son chemin? Alors, c'est difficile, je ne saurais pas répondre très exactement. C'est un mélange de tout, c'est un personnage assez hybride, comme le sont souvent les personnages, qui sont des mosaïques de plein de choses, de désirs, de souvenirs, d'impressions. Elle est nourrie de plusieurs courants, enfin, elle a la confluence de... Oui, j'ai observé mes enfants. J'ai observé mes enfants, et notamment la relation que ma fille aînée entretient avec les rapaces. L'histoire des oiseaux, c'est vraiment venu des oiseaux qui survolent notre maison, justement, et ma fille, quand elle était toute petite, elle criait et il lui répondait. Et alors ça, c'est quelque chose qu'elle parle, je vais dire, c'est la langue des oiseaux, c'était quelque chose que je trouvais très très beau et très poétique. Donc oui, il y a de l'observation de tous les jours, familiale. Et puis je pense que c'est nourri aussi de trajectoires, de récits initiatiques plus classiques, voilà, de toutes mes lectures, de personnages. Puis j'étais très heureuse de travailler un personnage féminin, qui soit une héroïne qui accède à la liberté par sa propre force, par ses propres ressources. Pourtant, une liberté qui n'est pas sans danger aussi. Donc, la liberté n'est jamais sans danger. C'est vrai. Parmi les autres personnages, vous avez aussi abordé, donc, juste auparavant, l'aigle, mais qui appartient à un vieil homme qui habite de l'autre côté de la montagne. On peut en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'il représente, en fait, lui, par rapport à Gemma? C'est pas un autre père, c'est un mentor, une porte de sortie. J'ai pas vraiment réfléchi. Quand j'ai écrit le roman, je ne me souviens pas m'être dit il va représenter ceci ou cela. Je sais en revanche d'où il est arrivé et de quel besoin il est arrivé au moment de l'écriture. Comme c'était un huis clos, j'étais très contrainte dans l'écriture. Il y avait un certain nombre de personnages, il y avait un lieu, enfin presque une unité tragique au sens classique du terme. Et bon, dans cette règle du jeu très contrainte, j'ai commencé à étouffer un petit peu au bout d'un an d'écriture à peu près, à me dire oh, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'air. Le huis clos en lui-même m'oppressait moi dans l'écriture. Et c'est comme ça qu'est apparu ce vieil homme. Alors, j'avais évoqué au tout début du récit, mais sans savoir ce que ça allait donner, un fantôme dans la mine, une histoire qu'avait glané dans les archives de la mine la mère, mais sans savoir ce que j'en ferais, si je l'exploiterais cette piste ou pas. Et c'est devenu ce vieil homme finalement qui avait été reclus 30 ans durant. Et ce qu'il est... Je crois, après coup, c'est a posteriori, une réflexion a posteriori, post-écriture, oui, qui représente une porte de sortie, qui est pas sans danger, justement, puisque c'est un personnage ambigu, assez menaçant, qui est libidineux. S'il n'a pas vu personne pendant 30 ans... Voilà, il y a quelque chose de très animal chez lui. Il est rendu, lui, à son animalité. Et face à Gemma, il lutte contre cette animalité, mais qui le déborde. Il y a quelque chose d'assez oppressant dans cette rencontre. Et ouais, peut-être que c'était nourri aussi, peut-être de l'allégorie de la caverne. Je ne saurais pas trop dire d'où ce qu'il représente. Hormis que, oui, c'est celui qui lui permet d'aller vers le monde. Et de s'échapper. Oui. Et avec ce récit, donc, vous avez remporté le Grand Prix de l'Imaginaire. Est-ce que vous y attendiez et est-ce que ça a changé votre regard sur le roman? Pas du tout. Alors non. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Mais alors vraiment, vraiment pas.
D'autant plus que je me situe quand même à la tangente de l'imaginaire. C'est un roman, comme pour Une immense sensation de calme, mon premier roman, ce sont des romans qui jouent avec les règles du genre. Donc j'étais étonnée de l'attribution de ce prix. Quant au regard sur le roman, non, pas vraiment. Non. J'étais très heureuse, une joie très enfantine de recevoir le prix. J'ai sauté de joie. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très juvénile. Et tant mieux. Mais en revanche, non, un texte, à partir du moment où je l'ai travaillé, où je l'ai poli, mais vraiment au sens artisanal du terme, ne m'appartient plus. Et comme les enfants, justement. Il grandit, c'est sa vie, et finalement, j'aime très peu l'étymologie du mot auteur, l'étymologie latine qui serait que c'est l'autorité auctoritas sur le texte. Dans ce sens-là, j'ai un peu de mal avec le terme auteur Alors oui, on travaille sur le texte, mais il nous échappe à tellement d'égards, et l'écriture est quelque chose qui est tellement... qui nourrit d'autres voix, des choses qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas décidées. Enfin, vraiment, j'ai très peu l'impression de... Qui sont interprétées différemment selon les lecteurs. Et puis qui appartiennent après au lecteur oui. ensuite. Enfin, mais même au moment de l'écriture, il y a plein de choses qu'on ne choisit pas et puis qui nous c'est après coup, on se dit « Ah mais oui, il y a ça dedans », mais on ne l'a pas choisi. C'est pour ça que j'avais du mal tout à l'heure à répondre à la question ça vient sur le vieillard. Après coup, en fait, on se dit « Ah oui, tiens, finalement, j'ai abordé telle chose. » Oui. C'est des processus qui sont assez souterrains, ceux qui nourrissent l'écriture. Bon, bien sûr, il y a des choses qui sont tout à fait décidées, conscientes et très artisanales, comme je disais, mais c'est plus au niveau de l'écriture de la phrase, sur les thématiques, les structures politiques qui peuvent innerver le texte. Et donc, du côté des inspirations, vous avez eu des sources d'inspiration particulières, ou peut-être cinéma, littéraire, même musical, peut-être pas du tout d'ailleurs. Si, toujours, bien sûr. On écrit avec toute sa bibliothèque derrière, avec tous les disques qu'on peut écouter. Là en particulier, sur ce roman, j'ai cité en exergue Cormac McCarthy dans la trilogie des confins. Ça fait partie des auteurs phares qui ont nourri en particulier l'écriture de ce texte et La Route, précisément, qui est un texte majeur pour moi Mais il y a plein d'autres auteurs qui sont derrière. Sylvie Germain, Giono. Un roi sans divertissement. Oui. Et puis toute la sauvagine, ce qu'il appelle la sauvagine, le rapport au sauvage, l'écriture, le lyrisme aussi. Enfin, moi, je suis très attachée au lyrisme. Je n'ai pas envie de m'en priver. Et dans le rapport à la nature, qui d'autre j'ai l'impression d'oublier quelqu'un là. Je sens que j'oublie quelqu'un d'important ce matin. Et c'est parce que c'est le matin. C'est pour ça. Non, en termes de musique, en revanche, je ne saurais pas, c'est une bonne question, qui mériterait que j'ai un peu plus de temps pour y réfléchir. Mais je travaille la phrase de manière musicale. Et forcément, derrière, il y a des envolées qui peuvent être liées à des musiques que j'écoute. Mais je me souviens pas ce que j'écoutais à l'époque. Alors j'écris toujours dans le silence. Ça veut dire que vous avez peut-être pas mis le même CD tous les jours, c'est bon. Non, il n'y avait pas une musique en particulier que j'ai pu écouter, ce qui peut arriver par ailleurs. Parfois je m'aide de certains. Et je me souviens que j'ai écrit avec une musique en tête la fin du Sanctuaire, avec une musique un peu wagnérienne, quelque chose du... L'apocalypse. Oui, il y avait quelque chose de cet ordre que j'avais en petite musique en tête. Et maintenant alors, sur quoi travaillez-vous? Est-ce que vous avez des projets en cours ou... Alors là, je vais me reposer. C'est une bonne chose aussi. Non, je vais me reposer parce que je viens juste de terminer le jeudi soir, avant de prendre le train pour les Imaginales, je viens de terminer les épreuves du roman qui sort en janvier. D'accord. Le 13 janvier aux éditions du Sonneur, toujours. Et voilà, donc j'ai terminé ce travail-là. Il y a un autre roman qui sortira un peu plus tard, toujours au Sonneur. Donc, et puis voilà. On attend avec impatience alors de les découvrir.
Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis on vous souhaite aussi également un bon festival. Merci.